Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite conversation, un petit podcast sympathie en compagnie donc de mes meilleurs amis. Charlino, est-ce que tu viens de présenter? Oui, enchanté tout le monde, bonjour. Moi c'est du coup Charline. J'ai mon compte Instagram qui s'appelle Charles Inspiration. Je connais Rémi depuis 1 an et demi maintenant. On s'est rencontrés sur des trucs de closing, etc. Machin, parce que du coup j'ai un business aussi qui est du coaching en ligne, axé maintenant sur le typage de personnalité et sur aider les personnes à se lancer dans un projet, pour devenir coach, thérapeute, enfin ce qu'ils veulent. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Très bien, oui. Merci de nous faire le plaisir de ta présence aujourd'hui. On pourra discuter de choses un petit peu plus tangibles habituellement. J'ai beaucoup parlé du sujet notamment de la polarité homme-femme dans mes vidéos, notamment donc, du point de vue des hommes par rapport aux femmes. Je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir l'avis d'une femme aussi par rapport à ce sujet, que tu puisses nous faire un petit peu part de ton expérience à ce propos. Déjà, comment est-ce que toi tu définirais à partir de ton expérience de vie la polarité entre masculin et féminin dans tes relations notamment entre autres Du coup, question délicate étant donné que je ne rentre pas dans le cadre de cette polarité homme-femme C'est vrai. comme toutes les femmes. Mais du coup, de mon expérience en étant une femme avec une énergie masculine, je dirais que la polarité homme-femme chez moi elle est vachement remise en question, dans le sens où un homme qui est dans une énergie très masculine, pour moi c'est un ami, c'est pas quelqu'un avec qui je me vois parce que sinon on rentre en confrontation tout le temps. Par contre, moi ce que je vois dans mes expériences ou chez moi, c'est de voir que les hommes avec une énergie un peu plus féminine, pas forcément des gens efféminés, etc., mais dans une énergie qui est plus douce, plus posée, plus calme, et qui est plus justement dans l'attente, où c'est plutôt à moi de prendre les devants. Là, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à créer une relation, à co-créer une relation avec une personne. Dans les relations amoureuses, par contre, en relation amicale, c'est plus compliqué d'avoir un homme qui est dans une énergie comme ça, parce qu'en fait, je me transforme en maman avec eux, ou en coach, ou en psychothérapeute. Donc c'est pas pareil. Mais par contre, ouais, les hommes avec une énergie très masculine, c'est mes amis, c'est mes potos, enfin, comme toi finalement, où en fait ça matche pas, ça marche pas. Et même tu sens dans l'énergie de l'échange, c'est pas possible, il y a un cadre qui fait où ça rentre pas dedans, c'est pas possible. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, forcément, il y a un besoin de polarité, ça comme tu l'as dit, en tout cas dans le cadre des relations amoureuses, pour que ça puisse matcher. Est-ce que tu as déjà été confronté, toi, justement, à une situation, un gars avec une énergie justement plutôt masculine, qui essayait de flirter avec toi, qui voulait plus que ça avec toi, et où justement tu as senti que ça bloquait, que ça marchait pas, quoi. Ouais, plusieurs fois, parce que après il y a avoir une énergie masculine et considérer le sexe opposé comme potentiellement une amie, et des gens qui ont une énergie très masculine et qui considèrent le sexe opposé comme un potentiel, un potentiel de coucher avec ou quoi que ce soit. Bien sûr. Donc évidemment, j'ai déjà été confrontée face à ces personnes-là. Et ça marche pas en fait, je le sens tout de suite que, en fait, je pense qu'il y a un truc qui se fait chez l'autre du coup qui est pas assez mature, pas assez développé, où en fait il pense que du coup il y a un jeu de séduction qui est en place étant donné que c'est un défi, étant donné que je ne suis pas disponible, étant donné que je vois bien que Forcément. ça ne marche pas et que ça ne Forcément. marchera jamais. Et donc l'autre en fait commence à penser qu'il y a un jeu de séduction qui se met en place alors que pas du tout, quoi. C'est totalement faux. Ok, ouais. Donc cette notion d'être émotionnellement indisponible, c'est en plus pareil, j'en parle très souvent. Le fait que quand tu es blessé, tu as tendance à te diriger vers des personnes qui sont émotionnellement indisponibles, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça, c'est un challenge, tu veux le relever, tu veux te prouver que tu es capable de rendre cette personne intriguée, attirée par toi, et du coup ça crée quelque chose d'un petit peu malsain au final. Comment tu as géré cette situation toi par exemple? Après, étant donné que je suis un peu autiste aussi dans la manière de parler aux gens, je prends pas de pincettes ou j'essaye pas de m'éloigner tout doucement. En fait, dès que je vois le truc, je le court-circuite tout de suite en parlant avec la personne ou en envoyant un message si c'est pas un message, en disant non mais en fait tu te fourvoies complètement, il n'y a rien du tout, il ne se passera jamais rien du tout. Après, la personne, soit elle est à minimum développée et elle assume et elle dit ah mince, my bad, je pensais que et au final non. Ou alors je me retrouve dans la situation où l'autre il est dans le déni et il dit non mais n'importe quoi, je sais pas ce que tu t'imagines et tout. Ok.
Ça, c'était il y a très longtemps. Je suis en train de repartir dans les archives de mes relations C'est des années, du quoi. lycée, c'est il y a très longtemps. Ouais, donc il y a la maturité qui joue aussi quoi qu'il arrive, enfin fondamentalement, mais après est-ce qu'une personne vraiment mature se poserait la question, se dirait ok il y a quelque chose à faire avec toi, si jamais de base justement la seule chose qu'il y a c'est le challenge de se dire que la personne est inaccessible, en fait c'est ça la question à se poser. Est-ce que toi par exemple tu te verrais donc, en étant mature, ayant vraiment pris du recul sur tes relations amoureuses, ayant compris un petit peu comment ça se passe aussi du côté du sexe opposé, par quelle personne tu t'es attiré, est-ce que, selon toi, aujourd'hui, tu serais capable ou ce serait possible pour toi de t'intéresser à quelqu'un qui est émotionnellement indisponible? Pas forcément vouloir une relation, mais juste ne serait-ce que t'intéresser à la personne d'un point de vue amoureux. Non, plus aujourd'hui. Ouais. Plus aujourd'hui. C'est plus possible. Bah, en fait, tiens, c'était encore une discussion hier que j'avais avec ma meilleure amie. En fait, les gens se pensent ou veulent une relation saine, mais en fait refusent la relation saine parce que, étant donné que c'est pas, c'est comme diraient certaines personnes, c'est ennuyant parce qu'effectivement la personne est disponible, la personne t'écoute, elle répond à tes besoins. Et en fait, comme beaucoup de personnes immatures et pas développées là-dessus, en fait, ils sont biaisés sur le fait que ça serait du coup pas stimulant ou pas piquant. Et du coup, quand je creuse, que je discute avec d'autres personnes, du coup mes amies filles, parce que du coup c'est beaucoup d'amies filles que je conseille par rapport à ça, où en fait tu te rends compte que pour eux la définition du piquant ou la définition du séduction, en fait c'est des gens qui sont émotionnellement indisponibles ou qui ne répondent pas à leurs besoins. Et donc en fait décorréler ça, parce qu'une fois que tu travailles sur toi, une relation saine c'est totalement envisageable, et les gens émotionnellement disponibles, ça dégage, c'est pas possible. Ça c'est vraiment intéressant. Mais alors dans ce cas-là, parce que moi ce que je me suis rendu compte, tu vois, c'est que les personnes qui au final ont travaillé sur elles-mêmes et qui sont entre guillemets disponibles émotionnellement, elles ont une énergie, en tout cas qui laisse transparaître dans la vie du quotidien, qui n'implique pas ou qui n'amène pas à venir leur parler proactivement. Dans le sens, j'ai souvent cette impression, et ce que j'ai pu remarquer, que justement des femmes qui ont travaillé sur elles-mêmes et tout, elles ont l'énergie en mode « non mais viens pas me voir, en fait, ça sert à rien ». Donc ce qui pourrait en fait prêter à confusion pour des personnes, en tout cas du côté du masculin je peux parler, mais je ne suis pas du côté du féminin, mais qui peut prêter à confusion pour des personnes qui voudraient se diriger vers des personnes donc matures et guéries pour établir une relation amoureuse, saine, mais au final qui ne vont pas pouvoir le faire parce qu'ils se disent elle n'a pas l'air disposée quoi, et qui veulent être respectueux, etc., qui vont pas forcer les choses. Comment est-ce que toi tu vois la chose? Je la vois de mon prisme, du coup, si jamais c'est un homme qui pourrait venir vers moi, comment je le vois? Parce qu'effectivement, tu vois, il y a le travail qui a été fait sur moi, les émotions, tout ça, j'arrive à gérer, etc. On va dire que du coup, tu deviens, entre guillemets, si c'est côté féminin, parce que je reste quand même une femme malgré tout, si c'est du côté, féminin, ouais, ok, j'ai travaillé sur moi. Du coup, j'ai quand même une certaine indépendance émotionnelle, affective, etc. que j'arrive à combler moi-même. Donc, effectivement, c'est vrai que ce que je renvoie, c'est indisponible. Parce que je suis indépendante, j'ai plus besoin, entre guillemets, d'être la petite biche perdue qui a besoin d'être sauvée. Et donc, du coup, c'est vrai que ça transparaît pas tout de suite. Là, si on parle du coup de la nouvelle relation, ça a été d'abord une amitié. Où du coup on rigole, etc. machin, et de fil en aiguille on peut se poser des questions de finalement ça pourrait être envisageable, mais après il faut pas oublier que même en ayant travaillé sur soi il y a quand même les blessures du passé qui peuvent encore être là, et donc il y a l'espèce de filtre de méfiance qui se met en place, et effectivement quand on a l'habitude d'être face à des gens qui sont dépendants affectifs ou des choses comme ça, on a tendance à voir facilement quand l'autre il est très accroché, alors que là effectivement le début de relation est un peu bizarre dans le sens où tu te dis mais est-ce que vraiment je suis intéressée par cette personne? Est-ce que vraiment elle m'intéresse? Ou il y a plein de petits trucs un peu brumeux qui peuvent se mettre en place, mais parce que comme c'est nouveau et que c'est sain et qu'on n'a pas l'habitude du sain avant d'avoir travaillé sur soi, c'est tout un réapprentissage de la relation. C'est complètement différent. Ok, tu dois détruire les bases en fait, c'est ça? Ouais, mais en fait, ça, c'est faut casser toutes les croyances qu'il y a pu avoir avant sur les relations, et là, il faut repartir sur une base neutre. Parce que si on se calque sur les relations, l'histoire d'avant, en fait, on recommence un schéma qui est pas bon, quoi. Forcément. Et tu pourrais viser, tu pourrais avoir un comportement d'auto-sabotage, à venir saboter ta relation qui de base est saine, simplement par réflexe du passé de voir une relation qui de base est malsaine. Ouais, par mécanisme
de défense par habitude ou quoi, ou du coup mal interpréter les signaux ou les paroles ou les gestes d'une relation saine pour les remettre sur celle d'avant et au final détruire une relation qui à la base allait très très bien quoi. Donc, quoi qu'il en soit, il faut toujours travailler sur soi, quoi. Ouais, surtout quand tu es dans la première relation saine, après tout ce qu'il y a pu avoir avant, là ça redemande un travail supplémentaire de briser tout ce qui s'est passé avant et que ça soit émotionnellement ou même mentalement, de tout déconstruire quoi. Ok, très clair. Pour continuer un petit peu sur les choses intéressantes, est-ce que ça m'intéresse aussi, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais quand tu étais plus jeune, justement, et que tu te rendais compte que tu n'avais pas le même type d'énergie que les autres filles, etc., et que tu avais du mal à t'entendre avec elles, quelle était ta réaction? Comment tu as réagi par rapport à ça? Comment tu t'es senti? Comment ça a changé ta manière d'agir et de voir les choses? Et je me suis sentie très seule, ça a commencé Ok. par être très seule. Parce que du coup, effectivement, quand j'étais en... Ça a commencé, je pense, en primaire. En primaire jusqu'en CP, CE1, ça allait, je me sentais comme la petite fille lambda, parce que je jouais au Barbie, je jouais au Polly Pocket, enfin, c'était vraiment mon truc à moi, mais sauf qu'en fait, je jouais pas au Barbie ou au Polly Pocket comme les autres filles. C'est-à-dire que moi, je m'amusais à faire des défilés de mode. C'était juste... Le but de jouer au Barbie ou tout ça, c'était juste de créer des vêtements, coudre des vêtements et puis faire des défilés, des trucs comme ça. Et après, quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu que les petites filles, quand elles jouaient, c'était des histoires de papa-maman, bidule, machin. Moi, papa-maman, je m'en fous, j'ai jamais eu envie d'avoir des enfants. Même petite, je jouais pas au bébé aussi, j'habillais mon chien et je le promenais, mais c'est tout, tu vois, c'est tout ce que je faisais quand j'étais petite. Donc ça a commencé un peu comme ça. Et après, là où ça s'est vraiment accentué, c'est quand je suis arrivée en CE2, CM1. Où là, je pense qu'il doit y avoir un truc hormonal qui doit se mettre en place aussi. Où à ce moment-là, tu as un peu plus d'hormones, oestrogène ou testostérone qui va se développer. Et du coup, là, je me rendais compte que je ne m'identifiais pas du tout avec les filles, dans le sens où les jeux qu'ils pouvaient avoir ou les interactions qu'il y avait, c'était ennuyant au plus haut point pour moi, je me faisais chier. Mais par contre, être avec les garçons, ça me plaisait pas non plus parce que c'était jouer au foot. Et jouer au foot, ça m'intéressait pas non plus. Du coup, j'étais toujours entre les deux et globalement, même en grandissant au collège, lycée, je me faisais chier. Je m'ennuyais, c'était tellement ennuyant. Parce qu'au collège, après, c'était les petites histoires, machin. Les filles, c'était beaucoup ça, hein, ça faisait des histoires, ça créait des histoires à la con sur machine et bidule et machin. Ça s'intéressait... Gossip un peu. Voilà, c'était gossip, hein, qui s'intéresse à qui. Lycée, c'est pareil. Et ça, je me suis toujours ennuyée là-dedans. Après, j'avais ici les seules personnes avec qui je me rapprochais, justement, c'était les garçons avec une énergie plus féminine. J'ai un ami en tête qui était en primaire avec moi et au collège. Ouais. Et lui, en fait, c'était l'intello de l'école, quoi. Il s'intéressait au fond marin, il jouait beaucoup au Playmobil, trucs comme ça. Et au final, j'étais tout le temps avec lui et je lui posais tout le temps 20 000 questions parce que c'était hyper intéressant de nourrir notre cerveau à tous les deux. Et après, en grandissant, tu te mets dans ta bulle, tu te renfermes un peu, tu trouves un équilibre où tu finis par t'adapter à tout le monde parce que au bout d'un moment, tu vois que tu corresponds à rien. Sauf que si tu restes dans ton coin, c'est pas possible. Donc du coup, tu deviens l'espèce de caméléon où du coup, tu t'habitues à... Ici, tu sais que ça doit parler de ça pour te faire intégrer, donc tu parles de ça. Là-bas, tu sais que tu dois parler de ça pour être intégré, donc tu parles de ça. Et puis, tu te balades comme ça. Mais après, t'es perdu, hein, tu sais pas qui t'es. Ouais, on a eu la même expérience là-dessus. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Pas savoir où se positionner, avec qui discuter, parce que pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Ni garçons ni filles. Après, de mon côté, c'est un petit peu différent dans le sens où toi, tu peux voir que malgré tout cette proximité, en fait, étant une fille, proximité avec les filles, mais aussi potentiellement avec les garçons, ça allait. Moi, avec les filles, pas trop. C'était plus des... je me faisais rejeter, quoi. Fort en plus. Une fois, je me suis fait rejeter, genre, plein milieu de la cour, tout le monde était au courant, genre tout le monde. Oh, non. Tout le monde était venu, etc. Horrible. J'étais en mode bon, peu importe. Et avec les garçons, non, pas tant que ça en plus. Donc, et après, par contre, le fait de bouger de groupe, etc. constamment et de s'adapter. Du coup, toi, est-ce que tu dirais que ça t'a forcé un petit peu à porter des masques différents et à t'entraîner un petit peu à jouer des rôles à ce moment-là? Complètement. En fait, si tu t'intègres à un groupe, tu vois comment ils fonctionnent, c'est quoi leur humour, machin, tout ça, donc tu finis par te fondre un peu dedans. Mais t'es toujours, je pense que toi du coup ça peut être pareil, genre t'es toujours un peu intégré sans être intégré.
t'es toujours là où, ok, bah, quand t'es là, genre ils sont contents de te voir, ils te trouvent super drôle, c'est trop cool, mais par contre, s'ils font des trucs entre eux, il y en a aucun qui t'appelle pour T'invites. venir Ouais, avec toi, forcément. tu vois. C'est ça. Parce que bah, t'es toujours le fantôme en fait du groupe. Mais oui, du coup, tu prends des rôles, hein, mais le nombre de styles vestimentaires que j'ai pu avoir pour intégrer un groupe ou. À ou ce le- point-là. Ouais, bah, tu, Ok. tu captes les codes tout de suite Ouais. rapidement, quoi. Après, il y a eu la période aussi où j'avais mon propre style à moi, où je ressemblais à rien du tout. Genre, vraiment, c'est apporté dans tous les sens. Et du coup, bah, t'as un peu le truc unique où tu t'entends avec tout le monde. Par exemple, je me rappelle au lycée, je m'entendais aussi bien avec les mecs du quartier, les bourges et ceux qui allaient en soirée techno, en teuf, en machin. Enfin, il n'y en avait aucun qui me détestait. J'étais détestée par personne. Mais en fait, être aimé de tout le monde, ça veut dire que t'as aucune identité parce que tu te fonds dans la masse tout le temps et c'est pas l'idéal non plus, quoi. T'en viens après à te chercher tout le temps et au final t'as tellement porté de rôle et t'as tellement porté de masque que tu sais même pas quel masque est le bon après, quoi. Qui tu es en fait. Ouais, t'arrives pas à tout retirer pour te dire ok, mais derrière tout ça je suis qui. Ouais. Là c'est plus compliqué, ça demande beaucoup de temps, même encore aujourd'hui je suis encore en train de déconstruire un peu tout ça, quoi. C'est le travail d'une vie en fait, ça. Hein. C'est faire tomber le plus de couches, le plus de masques pour être le plus authentique possible. Mais après, tu vois, et là pareil, parce que par rapport à l'authenticité, il y a tout ce débat, notamment dans le cadre des relations amoureuses, il faut être authentique, c'est vraiment en mode, si t'es pas authentique, c'est de la manipulation, machin truc. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est, ouais, mais si t'es authentique de base, et que t'as pas fait un travail sur toi, ou alors que t'as pas appris des choses sur comment communiquer, etc., ton authenticité, elle vaut quasiment rien en fait. C'est-à-dire que juste tu es neutre, t'as rien de plus à apporter, t'apportes pas vraiment de valeur. Sachant qu'encore une fois, dans chaque type de relation, il y a une forme de transaction qui s'effectue, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc, être authentique, c'est bien, mais il y a quand même un travail de compétence à faire. Je sais pas comment toi tu vois la chose. Bah, l'authenticité, elle est. Tu vois, genre là, si on prend le cas du rôle, des masques qu'on a pu prendre ou quoi, effectivement, on manquait d'authenticité par rapport à aujourd'hui, comme on est. Mais à l'époque, on était authentique aussi parce qu'au final, le fait de prendre des rôles, des masques, etc., qu'on pouvait avoir, c'était par rapport à nos blessures qu'on faisait ça. Donc on restait quand même authentique par rapport à nous-mêmes, tu vois. C'est une forme d'authenticité quand même. Alors effectivement, on prenait des masques, mais il y avait une blessure derrière parce que bah, on ne sait pas s'intégrer, on ne trouve pas de groupe de potes fixe, etc., machin. Ouais. Ça me fait penser à ça. Quand j'étais petite, enfin quand du coup j'étais au lycée et tout, je disais bah, à Tiffany et Joris, mes deux meilleurs amis, ceux qui n'ont jamais bougé, mais on est tellement différents dans la vraie vie que c'est trop dur de se réunir et puis on est toujours aux quatre coins de la ville. Et je disais à chaque fois que je suis sans pote fixe, genre je suis SPF, tu vois, sans pote fixe parce que je sais pas à quel groupe appartenir. Ouais. C'était hyper chiant, mais j'étais quand même authentique là-dessus parce que je me mentais pas à moi-même en fait. Je me disais pas ah ouais, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de potes, etc. Non, j'assumais pleinement que ben, je savais pas dans quel groupe aller, que je m'intégrais partout et que j'allais nulle part. Et ça reste authentique pour moi là-dedans. Ok. Et notre authenticité, je pense qu'elle se travaille tout le temps. C'est pas parce que tu acquéris des compétences. Parce que oui, effectivement, t'es neutre, tu travailles pas sur toi, t'évolues pas. Effectivement, t'es authentique dans ta connerie, tu vois, mais... Pas mal ça, oui. Mais après, bah, oui, ok, t'es quelqu'un d'authentique, super. Maintenant, est-ce qu'on peut Oui, évoluer, est-ce qu'on peut faire quelque clairement. chose, quoi. Parce que l'authenticité, finalement, c'est quoi? On reste au stade de on a 6 ans et il n'y a rien qui change, tu évolues quand même. Enfin, pour moi, l'authenticité, je la vois comme être vrai par rapport à soi-même et après... assumer justement les blessures, assumer la vulnérabilité, assumer entièrement tout, pour moi ça fait le prisme de cette authenticité-là. Ça, ok. Dans ce cas-là, ce qui est quand même un risque associé, tu vois, c'est-à-dire que les gens tendent à se sentir comme ça, c'est extrêmement difficile pour eux de se montrer vulnérables par rapport à quelqu'un, et surtout, notamment, ce que j'ai pu observer, dans le cadre des blessures de trahison. Abandon, ça va pas forcément être le cas, mais trahison en tout cas c'est beaucoup le cas, humiliation aussi d'ailleurs. Mais imagine qu'en face de toi, tu es un date, premier, deuxième, troisième, peu importe. Tu es un date et tu sais que ton date aussi est blessé, enfin chacun a ses blessures, quoi. Le risque en t'exposant, en étant vulnérable par rapport à ton date, c'est fondamentalement que la personne elle comprenne pas ou alors qu'elle exprime du mépris, du dédain par rapport à toi. Parce que ce qu'on voit beaucoup en psychologie comportementale, c'est que la familiarité nourrit le mépris. Dans le sens, plus quelqu'un est familier, plus c'est facile pour toi de le mépriser. Parce que on a ces idées préconçues, on pourrait dire que c'est le théocritique ou le TE némésis qui peut faire ça, c'est juger que les autres sont inférieurs de cette manière en fait. On parle de point de vue fonction cognitive pour ceux qui ne savent pas. Des archétypes. Voilà.
Allez checker d'ailleurs son compte Instagram, vous aurez déjà plus de choses par rapport à ça. On a aussi Yann qui était déjà venu, vous pouvez voir la vidéo qu'on a faite à ce sujet par rapport au SISE. On en discutera un peu. On avait fait un live avec Yann aussi sur mon compte Instagram pour parler justement du typage. Donc ouais, mais ça implique quand même de faire un grand saut de confiance pour au final que potentiellement la personne nous rejette. Donc est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? J'ai eu cette discussion-là avec je sais plus qui, parce que je me rappelle plus, mais SI critique encore une fois. Mais justement, j'avais eu cette discussion-là par rapport justement aux relations quand tu as des blessures. Est-ce que tu es vulnérable face à tes blessures et tu assumes pleinement et tu dis à la personne, bah voilà, j'ai ça et machin et bidule, ou est-ce que tu te retiens et par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain niveau entre guillemets à connaître à l'intérieur de soi de est-ce que tu es capable d'être vulnérable avec l'autre et assumer pleinement tes blessures, mais être toi en capacité d'en avoir conscience et d'être assez fort sur ces faiblesses-là, entre guillemets, pour ne pas te faire mépriser ou que l'autre l'utilise, etc. Mais par contre, si tu sens que tu es encore trop fragile sur ces faiblesses-là ou sur cette partie plus vulnérable chez toi, non, effectivement, genre, attends un petit peu et prends un peu plus de temps. Parce que je sais plus avec qui j'ai eu cette discussion-là, c'est chiant. Parce que justement, je trouvais ça hyper intéressant de dire d'être en capacité d'avoir un curseur à l'intérieur de toi. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il y a des faiblesses que je suis capable de dire facilement et j'ai aucun problème à en parler parce que j'ai assez conscience de ça chez moi, je suis en train de le travailler et en même temps, si l'autre veut m'attaquer là-dessus, je sais tout de suite, je reconnais tout de suite la faiblesse, je vois tout de suite qu'il est en train d'essayer d'appuyer dessus et je suis capable de me protéger par rapport à ça. Par contre, des faiblesses où je sens que je suis pas encore capable de me protéger par rapport à ça, je vais prendre un peu plus de temps, je vais prendre des pincettes ou je vais pas en parler tout de suite. Ok, ouais, ça fait sens. Donc c'est ça, on a déjà parlé sur une vidéo, mais si tu es en gros, tu me dis si c'est ça, mais si tu es en processus de guérison ou que tu es guéri sur certains aspects, en tout cas les aspects sur lesquels tu es en train de guérir ou que tu es guéri, tu peux en parler parce que fondamentalement tu es déjà en travail dessus, tu as déjà fait le travail dessus, donc tu te sens plus à l'aise, donc fondamentalement c'est ok. Pour le reste qui reste encore un petit peu douloureux, sensible, on peut le garder pour soi parce que ça serait plus sujet à problème qu'autre chose. Ça peut être douloureux, mais par contre, il faut que tu réussisses à te dire à l'intérieur de toi que si la personne potentiellement appuie dessus, tu sais que ça va réveiller quelque chose et que tu arrives à prendre du recul sur la situation à ce moment-là. Est-ce que la personne est en train de te manipuler et d'utiliser ou est-ce que juste elle n'a pas fait exprès de réveiller un peu ça et dans ce cas-là, la personne elle peut intervenir dessus. Parce que là, si on prend l'exemple, moi dernièrement, tu vois, de ça, j'ai dans ma relation, du coup là, il y a des faiblesses où j'ai encore une grosse charge émotionnelle. J'en ai quand même parlé et j'ai accepté cette vulnérabilité. Et si j'avais pas exprimé ce truc-là et que j'étais restée dans mon coin, là, potentiellement, j'aurais saboté la relation. Ça, oui. Par contre, le prérequis pour que tu puisses faire entre guillemets, cet acte un petit peu de confiance et t'ouvrir à ce propos, c'est quand même que la personne en face, tu puisses sentir que c'est une personne qui est compréhensive et qui a quand même fait un travail sur elle-même. Oui. Parce que si tu vas te confier comme ça, entre guillemets, tu es dans un début de relation, sans de relation avec quelqu'un, et que tu sais que la personne fondamentalement elle est toxique ou alors qu'elle est émotionnellement indisponible, c'est juste tirer une balle dans le pied. Il y a la connexion à son ressenti, à son intuition qui doit être fait en amont et si je le sens pas, si je le sentais pas, je l'aurais pas fait et de toute façon je serais partie et je serais même pas dans la relation dans tous les cas. Donc, ça fait sens. Donc il faut faire confiance à cette intuition. L'intuition. Forcément. Ok, intéressant. Maintenant, un petit sujet qui est plutôt cool. Qu'est-ce qui nous attire chez un membre du sexe opposé? Là, pour le coup, donc, dans ton cas, on avait déjà parlé, je le répète, de la polarité SI-SE. Le SI, c'est recevoir, le SE, c'est donner. Des fonctions cognitives qui sont associées généralement à l'énergie plus masculine pour le SE, énergie plus féminine pour le SI. Voilà, traditionnellement en tout cas. Là, dans le cadre de Charline, elle a pour le coup un SE, donc une énergie qu'on pourrait considérer plus masculine, qui est développée, ce qui explique aussi un petit peu ses prédispositions à être plus amie avec des hommes. Dans ton cas, et avec justement cette énergie masculine, pour faire plus simple, qu'est-ce qui va t'attirer chez un membre du sexe opposé? Là, on parle vraiment d'attirance, pas dans le but d'une relation directe, mais avant tout attirance, on va dire préliminaire, pour te dire, ok, intéressant, c'est ça. Qu'est-ce qui... Attends, je suis en train de réfléchir du coup. Une certaine sensibilité.
Ok. Je sais que là, du coup, comme c'est les SI sont beaucoup plus sensibles. Je sais que c'est quelque chose qui m'attire un peu plus de voir quelqu'un d'un peu plus sensible sur certains sujets, ou que ce soit par rapport à lui-même, ou il y a, même dans l'énergie, tu sens qu'il y a une sensibilité qui est plus présente, où la personne elle est plus à l'écoute d'elle-même et qu'elle est plus proche d'elle. Ça m'intéresse plus plutôt que quelqu'un qui est en ouverture et qui est plus à aller vers tout le monde et qui n'est pas du tout proche de lui. Ça m'attire un peu plus. Après, j'ai quand même un peu ce truc sapiosexuel, genre les gens qui qui ont dans le cerveau, qui sont intelligents, qui ont beaucoup de sujets, qui connaissent beaucoup de choses. Ça m'attire plus facilement. On va dire que c'est un facteur pour moi d'être attiré. Ou les gens passionnés qui ont un driver, qui ont envie d'aller vers quelque chose, qui ont un but, qui ont quelque chose. Ouais. Mais c'est pas le but comme le SE, tu vois, où c'est très empirique, entre guillemets, genre je veux posséder, je veux avoir et tout. C'est vraiment plus, je suis trop intéressée par ça, j'ai une passion pour ça et je veux y aller absolument. Et ça m'attire plus facilement chez ces gens-là, parce que c'est un peu... Finalement, c'est un peu comme de la féminité, tu vois, les femmes, elles ont plus tendance à avoir cette passion pour un truc, et elles vont aller dedans à fond, et tout tourne autour de ça, elles nourrissent ce petit truc-là. Ah bon? Les femmes, ouais, je trouve qu'elles ont plus... Enfin, quand je regarde mes amies filles, en tout cas que j'ai autour de moi, elles ont toutes un truc ou plusieurs domaines favoris, et elles se plongent dedans, et du coup, elles ont un peu leur univers qui va tourner autour de ça, même si c'est pas forcément ce qu'elles vont faire comme métier, mais elles ont tout un petit hobby comme ça, où je sais pas, je te dis une connerie, là, c'est le yoga, ou alors c'est le dessin, ou alors c'est les bouquins, ou alors c'est un univers d'un film ou d'une série, ou un truc comme ça. Et elles ont toute cette petite passion comme ça, et j'ai remarqué que chez les SI, du coup, c'était beaucoup plus présent d'être accroché soit à un univers, soit à un domaine, soit une passion, et d'aller à fond dedans et de se mettre corps et âme dedans. C'est très intéressant. Alors, j'ai peut-être une théorie, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la passion exprimée et la passion réelle. C'est vrai que moi, par exemple, dans mes rendez-vous, j'ai tendance à aller au corps. Aller au corps, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter juste à ce qu'elle me dit, je vais plus loin que ça. Quand je vois que c'est incertain, je dis attends, comment ça? Non mais développe ta pensée. Je vais le challenger parce que c'est important pour moi. Et c'est vrai que très souvent, je me suis vu confronté à une situation où en fait elle essaie de réfléchir à ce qui la passionne réellement, mais elle ne trouve rien. C'est vraiment, parce que après oui, c'est ça, toi tu dis c'est plus une petite passion, une passion qui, voilà, un truc qui a fait kiffer, etc. Généralement, je vais demander qu'est-ce qui te passionne réellement, où tu te verrais, où tu peux en parler pendant des heures sans que ça te fasse chier ou quoi que ce soit. Et je me retrouve habituellement face à un néant. Ouais, mais après, tu es beaucoup avec des oiseaux blessés. Et du coup, les oiseaux blessés, ils sont trop occupés avec tous leurs problèmes, leurs machins, et à vouloir être à conformer à quelque chose et tout. Et du coup, pas l'espace pour donner du temps et de l'énergie là-dessus. C'est vrai que celles qui justement sont intéressantes et qui ont un peu plus de matière à travailler ont des passions réelles. Mais bon, ouais. Non, donc c'est ça. Donc c'est-à-dire que on peut partir du principe que justement les personnes blessées ont moins de capacité mentale ou de capacité tout court, de temps de cerveau disponible à accorder à une passion parce qu'elles se distraient plus. Dans ce cas-là, oui. Et aussi, pourquoi du coup un homme qui a un SI, c'est moins le cas? Parce que les hommes, par définition, avec du coup comme on a été conformés et tout, n'écoutent pas leurs émotions, ils ne sont pas connectés avec leurs émotions. Donc du coup, étant donné qu'ils coupent l'émotion, ils ont beaucoup plus d'espace pour avoir une passion, avoir un hobby. Donc les SI plus élevés qui n'écoutent pas leurs émotions, qui ne sont pas connectés à leurs émotions, ont forcément un truc qu'ils kiffent, auquel ils s'accrochent, etc. Et à la limite, pour un SI masculin, c'est plutôt du coup leur échappatoire aussi d'avoir cette passion-là et de ne pas écouter les émotions non plus et de se plonger dedans. Alors que les femmes qui sont beaucoup plus attentives à leurs émotions et connectées, fragiles, sensibles, etc., effectivement, n'ont pas le temps, pas l'espace mental pour se consacrer à la passion. Ouais, ça fait sens. Non, c'est comme tu le dis, ouais. Ok. Après, qu'est-ce qui m'attire d'autre? Franchement, à chaque fois, ça a toujours été un peu plus du feeling, genre j'écoutais feeling, l'intuition. Après, encore une fois, le feeling, l'intuition de la personne blessée, elle n'est pas attirée par la même personne que quand elle est blessée. Ça, justement, c'est un truc que j'ai vu au fur et à mesure, c'est que tout ce qui est familier, ou du moins quand je sens que j'ai une forte attirance et qu'il y a une attractivité qui se fait limite passionnelle, je sais qu'il ne faut plus que je l'écoute. Ça, je sais que tout de suite, je sens dans mon corps le truc et je sais que c'est négatif tout de suite parce que ça répond parfaitement
à tout mon schéma d'habitude des relations toxiques. Et en fait, c'est bête, mais si je suis attirée fortement par quelqu'un, je sais que je dois pas y aller. Très pertinent, je fais le même constat. Et j'en parlais justement hier soir pour te dire comme Ah ouais. quoi, dans le cadre des relations comme ça, en faisant de l'introspective, je pense que tu as dû faire la même chose, mais par rapport à mes relations passées, je me rends compte que à chaque fois, et je savais d'office que ça allait finir, et rapidement plus ou moins, et c'est à chaque fois, c'est avant tout une attraction qui est beaucoup plus sur le moment, on va dire dans le feu de l'action qui se fait, et qui en réalité ne laisse même pas la place, ne laisse même pas le temps pour révéler le caractère de la personne et voir que c'est vraiment une personne avec qui on se voit être en réalité. Ce qui fait qu'au final, on ne peut que être déçu par la suite parce que la chose qui vient définir qu'on va se mettre en relation avec cette personne, en fait, c'est une attirance qui est passagère. Et c'est pour ça que généralement, et ça c'est l'attirance ou le coup de foudre des 3 ou 6 premiers mois qui après s'estompe et après il y a une routine qui s'installe, c'est parce que de base, les personnes vont se mettre en relation simplement sur un coup de foudre qui en fait est le symbole juste d'une personne qui n'est pas guérie, qui est blessée. Donc, j'en ai parlé beaucoup dans mes contenus, etc. Mais c'est vrai que ce truc-là du coup de foudre, mais après je dis pas, je pense qu'il y a des exceptions sur certains cas où il y a des gens qui ont des coups de foudre et ça dure et il y a une longue relation, mais tu peux écouter toutes les histoires où il y a des coups de foudre, à chaque fois ça finit mal, c'est pas bon. Et ça c'est un truc aujourd'hui que chez moi c'est un non négligeable, s'il y a coup de foudre ou s'il y a attirance très rapidement, c'est non parce que tu sais que c'est droit dans un mur, parce que ça répond à toutes tes blessures, ça répond à tout ce que tu as pu avoir dans tes schémas du passé, c'est ultra familier, parce que bien souvent ces gens-là, tu dis j'ai l'impression de l'avoir connu toute ma vie ou qu'on se connaît déjà, oui c'est normal, ça répond à tout ton schéma traumatique, donc c'est parfait, c'est vraiment nickel pour toi. Si on parle du coup de mon ancienne relation du coup avec, je sais pas, on donne un autre prénom peut-être, non? On donne pas le prénom, pas besoin. Bon, du coup alors mon ancienne relation, la première fois que je l'ai rencontré, justement j'ai eu ce truc de c'est dingue, j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontré avant, qu'on se connaît, machin, bidule. Dernier ou avant-dernier? Dernier. Ok, ouais, c'est ça. Dernier où du coup tu sais, c'était en mode oh là là trop fort, et puis comme par hasard dans la famille il s'intègre parfaitement, il correspond à tout ce que mes parents attendent d'une personne, et là tu te dis oui, ça reproduit les schémas. C'est le schéma parfait pour aller droit dans le mur. Excellent. C'est parfait. Oui, et puis c'est on a dû en discuter quand même de nombreux mois pour que tu puisses t'en rendre compte. Hein. Bon, ça, on va pas le... Ouais, mais c'est normal après, parce que j'ai envie de te dire, comme c'est familier, c'est hyper dur de se détacher aussi, parce que ça répond à tous tes conditionnements, ça répond à tous tes schémas. Et donc du coup d'ouvrir les yeux et de te dire que c'est pas fait pour toi alors que c'est aussi fluide, parce que forcément c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as l'habitude tout le temps. Et en plus je me dis c'est quand même archi drôle parce que avant que je me rende compte de tout ça, j'avais fait un post justement sur la familiarité qui n'est pas pareil, que familiarité n'est pas égale à sécurité émotionnelle. Et en plus, au moment où j'ai fait le post, j'ai pensé à ma relation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et là, ça a commencé à être le petit switch qui a commencé à se faire tout doucement. Dissonance cognitive. Ouais. Bam. C'est là que tu te rends compte que, ok, tu dis des choses et tu les dis, tu y crois, tu te dis non, ça fait sens exactement. Ouais. Et après, tu prends un pas de recul, tu te dis attends, mais par rapport à moi. Ouais. Et là, tu te dis ok, merde. Mais c'est pour ça que je trouve ça hyper cool, tu vois, de faire du contenu, travailler sur soi, machin, ou même quand tu coaches les gens, parce qu'au final, des fois, tu vas dire des trucs où tu sais que c'est vrai, pertinemment, et au moment où tu le dis, dans ton cerveau, il y a un truc qui fait. T'es pas en train de vivre la même chose, à tout hasard, il se passe pas la même chose. Et là, t'as le truc qui se fait ah ouais, ok. Ça, c'est un truc de TI, c'est pas possible. Ouais. C'est pas un truc de TE, ça. Je pense. TI, donc juste pour parenthèse, c'est la logique avant tout, là où le TE c'est le rationnel. La logique c'est le système de pensée interne qu'on va avoir qui va nous permettre de comprendre les choses plutôt intuitivement, disons. En tout cas, ça fait sens pour nous. Là où le TE, le rationnel, ce sera plus la pensée d'autrui, accumuler un petit peu les différentes informations à l'extérieur pour se constituer notre propre pensée. Donc voilà, là c'est plus quelque chose qui est lié au TI. En fait, ok, de base, ça fait sens pour nous et quand on le dit, ça fait sens, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a intégré par rapport à notre propre vie et qu'on a vu que ça commence à s'inscrire dans notre propre vie. Et en l'expliquant, même si de base ça faisait sens, on le met en comparaison avec notre propre vie et c'est là,
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Aussi. c'est analyser quelque chose, dire ah ouais, ok, genre ça vraiment c'est pertinent quoi. Ouais. Et au moment où tu l'expliques, et au moment où tu en parles vraiment et que tu verbalises la pensée que t'avais dans la tête, là t'as un petit truc à l'intérieur de toi en mode ah ouais, mais en fait, attends, je le mets pas dans ma propre vie. Ah oups, ah bah du coup, faut corriger ça tout de suite. Ouais. Ah, c'est l'apprentissage intuitif en réalité, hein, c'est ça. Là où un TE, en fait, il aurait besoin d'entendre plein de fois cette version-là pour pouvoir lui l'introspecter tout seul dans son coin après, parce qu'il l'a entendu plusieurs fois, ou il l'a vu, ou il l'a lu, et après se dire ah attends, j'ai pas dans ma propre vie ça du coup finalement. Alors ça, oui, à la fois on connaît un jeune homme ici qui justement a un TI et pas un TE et qui a besoin de se faire répéter 15 fois les choses pour pouvoir au final intégrer. Ouais, mais celui qui est là, par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup d'immaturité dedans. Ok. Ouais, ok. C'est différent. Je pense qu'il peut Ouais, l'avoir, mais il y a une blessure de j'ai envie, enfin de ce que j'ai senti. Hein. Il y a une blessure de j'ai envie qu'on s'intéresse à moi, j'ai envie qu'on me donne de l'espace, et du coup je fais genre je comprends pas, comme ça on me donne encore cette attention. Ça fait sens. Ça fait sens. C'est ce que ça renvoie à chaque fois. Ok, ouais. Ok. Ah, intéressant. Alors, il aime bien se faire taper sur la tête parce que ça, Il adore on ça. lui donne quand même de Il l'attention. adore ça. C'est un peu du masochisme en réalité. Hein. Ah oui, totalement. Ça rappelle un petit peu le masque du masochisme, c'est la blessure d'humiliation, ça pourtant. Ouais. Ouais. Après, il peut avoir un peu de ça avec Ouais, ça, d'autres trucs. Hein. Plein d'autres trucs, ouais. Non, mais intéressant. Ok. Un dernier sujet dont on va discuter, et après le reste, on gardera ça pour la communauté de Telegram. On fera un petit truc à part. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre le canal Telegram dont le lien est en description, comme toujours. C'est le pourquoi est-ce qu'on est amis. On fait le comment ça a commencé ou pas? Vas-y. Du coup, comment ça a commencé? Rémi était du coup, à ce moment-là, t'étais avec Thomas et Arnaud dans le truc, je sais plus où c'était. Ça on passe le contexte, ouais. Bref, ils travaillaient dans un truc de closing à ce moment-là, et moi je commençais dans l'entrepreneuriat. J'avais rencontré Arnaud Clamence dans le passé. Qui m'avait du coup formé au typage et qui est en train de me former, et il a vu que j'étais la petite biche perdue d'Instagram à ce moment-là parce que j'ai débarqué dans le Instagram game avec aucune connaissance, avec rien du tout. J'ai juste fait du contenu, posté et c'est tout, et j'attendais que ça tombe comme ça. Ça marchait quand même au début, hein, mon innocence avait quand même payé, et Arnaud m'a dit écoute, tu peux pas rester comme ça, faut que tu apprennes quand même un minimum le closing ou quoi machin. Donc il me met en contact avec Rémi, donc du coup on se rencontre pour la première fois. Rémi, première fois que je le rencontre, intimidant, parce que du coup, les hommes très masculins et qui sont dans leur petit masque du ultra viril, ultra stock, moi ces gens-là me font peur parce que je... Ultra viril, bon attends, passe-moi. T'es arrivé, tu parlais pas, t'étais en mode et tu faisais... Oui, je prends le temps de prendre la température, c'est tout. Oui, mais il y avait l'énergie, tu vois, de je suis extrêmement distant. La petite supériorité, tu vois, qui se pose, tu vois. Après, pareil, de mon interprétation, parce que c'est FI démon, du coup, je me dis, ah ouais, l'autre machin bidule, enfin bref. Et du coup, un peu intimidant sur le moment. Il me dit que je suis bizarre et que je vis dans un autre monde. Il me compare à Luna dans Harry Potter. Oui, c'est ça. Et de là, du coup, je devais faire la formation que je n'ai pas faite en travers parce que ça m'intéressait pas, parce que vraiment le closing, j'aime pas ça. Apparemment, les ISTP, on est les meilleurs là-dedans, moi j'aime pas ça. Oui. Donc chacun son truc. Et de là, on a commencé à se parler tous les jours. Ah oui, régulièrement. Ouais, régulièrement. T'aimais bien me relancer quand même. Après tous les jours. Ouais. Mais oui, mais parce que au début, c'est que je... t'étais ma safe place de l'entrepreneuriat. Je connaissais rien du tout, j'avais personne. Hein. Ah ouais. On avait commencé à pas mal discuter, sachant qu'à ce moment-là, on était chacun en couple, individuellement. Oui. Et on discutait. Ouais, en vrai, c'était pas mal parce que, à la fois, si j'avais besoin de ta perspective sur le sujet, je te demandais, genre, ok, c'est telle chose, qu'est-ce que t'en penses et tout, comment tu vois la chose. Aussi avec la compréhension des archétypes, qui quand même, il joue pas mal. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les archétypes en jeu, je pense pas qu'on aurait autant parlé, on se serait autant accroché amicalement. C'est-à-dire, si on n'avait pas les archétypes compatibles, tu veux dire ou s'il n'y avait pas la compréhension des archétypes si on n'avait pas les connaissanmes de l'archétype. Je pense que ça aurait pu, mais pas autant, parce que ça nous a vachement liés de base, de savoir qu'on avait une complémentarité amicale, tu vois.
Ok, moi il me semble pas justement, mais Ah bon, ouais peut-être. Ah ouais, non, Ah, je sais il me pas. semble pas que ça jouait de base. Ok. Parce qu'il me semble justement que j'avais compris que t'étais ISTP que genre quelques mois après, tu vas pas directement dès le début. T'es sûr? Il me semble. Après, Arnaud, il me semblait qu'il avait annoncé. j'ai un Cinémésis. Oui, c'est vrai. Non, Non, mais un peu compliqué. Ça fait moi- déjà un moi an et critique, demi. donc, je sais pas. C'est trop long. C'est des détails, c'est des Il y détails. a trop longtemps pour ça. Ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Et après ça, quand même, bon, ça a pris du temps, mais t'as enfin compris, après des mois et des mois de te faire rabâcher, que. Bon, parce que moi, j'ai quand même pris le pied rapidement. Au final, parce que je t'ai passé dans une bonne relation, ça, je l'ai compris au final. On a fini ça août. Toi, t'as pris quand même quelques mois de plus. Hein. Ouais. Il a fallu qu'on se Bah. voit à Budapest pour. Attends, août. Passer le cap. Ouais, j'ai pris 5 mois de 5 plus. mois de plus. Ouais. Ouais, ça va, tu me diras. Oui, ça va, finalement. J'ai pas non plus. C'était quand même rigolo parce que la première fois qu'on s'est vu au final, c'était pour ton anniversaire. Oui, en octobre. C'était vachement rigolo. Tout le temps, sinon, on se parlait que au téléphone, on s'appelait. Non, c'est vrai. Ça s'appelait quand même assez souvent, ouais. Non, c'était rigolo. Ah, pendant un temps, c'était tous les jours. Hein. Mais il y en avait qui étaient jaloux quand même. Oui. Bon. Après, attends, oui, en plus, je me rappelle, moi, mon ex, à ce moment-là, elle me disait ouais, je suis sûr que tu vas finir avec Charline et tout. Non, non, merci, ça ira. Non, mais c'est. Ouais. Mais toi, En vrai, il disait je pareil, peux toi, non? comprendre. Oui, il disait pareil. Il avait peur. Forcément. Il avait peur, il avait peur. Surtout qu'au final, quand même, le combo ultime, c'est que tu as clôturé la relation et tu venais de rentrer de chez moi. Ça, c'était quand même amusé, il a dû se dire. Après, il avait douté en plus, il me semble. Oui, bah quand après on est parti au Maroc dans ta Ouais. famille, Ouais. que du coup il pensait que c'était. Bah, que tu me présentais officiellement à ta famille. Forcément, bien voilà. sûr. On préparait le coup depuis déjà un an. Mais Hein. bien sûr, Mais bien oui, sûr, mais oui. tout était programmé, tout était commandité, c'était. Ouais. Non, mais c'est intéressant comme ça de voir un petit peu les insécurités justement des personnes en face, selon la polarité. C'est vrai que tendanciellement, bah, toi, pour le coup, ton partenaire avait une énergie plus féminine alors que c'était un homme. Moi, bah, il avait une énergie plus masculine alors que c'était une femme. Donc, et c'est là où tu vois, on peut comprendre à quel point la polarité est importante. Bon, moi, pour le coup, c'était pas pertinent. Toi, ça pouvait fonctionner, mais le problème, c'était l'immaturité pour toi, Ouais. au final. Bah, il y avait immaturité et au final bah, c'était un SI mais ça restait quand même un SI blessé et donc du coup en fait c'était une masculinité toxique finalement qu'il essayait il essayait de cacher ça par un masculin plus fort, plus machin et ça marchait pas du coup parce que bah, même t'as des femmes SI qui peuvent avoir une énergie masculine Ouais. et mais parce qu'en fait c'est juste une énergie qui est complètement blessée Parce et qu'elle en fait développe pas, bien sûr. voilà c'est parti C'est dans l'autre compensation. sens. C'est ça. Ouais. Donc, et là, tu vois, c'était un peu ça. C'était un SI qui a une énergie plutôt féminine, qui est censé être plutôt connecté à soi et qui en fait allait chercher toujours vers l'extérieur les expériences, etc., etc. Et donc au final, bah, ça marchait pas parce que il allait se convaincre par l'extérieur que de sa valeur, alors qu'en fait, normalement, il la connaît très bien. Quoi. Estime de soi versus amour de soi, Mm. tout simplement. Ah, ça fait sens. Ok. Non, mais top. Pour conclure là, un petit peu, est-ce que tu aurais, à tout hasard, une ressource à recommander? Parce que c'est vrai que ça, j'en ai rarement recommandé pour le public féminin. C'est vrai que j'ai vu que vous étiez quasiment 24-25% de femmes justement à consulter mes vidéos. C'est quand même bien, ouais. c'est conséquent. C'est bien. Alors que normalement, je parle que du point de vue des hommes vers les femmes. Ouais, C'est- mais c'est quand même intéressant, tu vois. Je pense que. Je parle pas que de sélection. Après, ça Ça, serait bien de voir aussi dans les 24%, est-ce que c'est plutôt des SI ou c'est plutôt des SE du coup ça serait fou ça. Je pense que ça serait. Sauf si c'est des femmes masculines, des femmes à énergie plutôt masculine, donc avec un SE, ça peut se comprendre. En vrai, un Ouais. SI très féminin qui regarde ton contenu, je pense que ça pète un peu, tu vois, genre en mode de pas d'accord ou des trucs comme ça, tu Il y a vois. moyen. Ouais. Et pareil, un SE du coup plutôt développé, plutôt mature, parce que pareil, une femme avec un gros SE qui est blessée, c'est du féministe extrémiste, Ouais. ça veut rentrer dans l'art de tout le monde. Forcément. Enfin, blessé, généralement de base, ça se fait trigger, et ça se fait trigger d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire réaction archétypale, soit d'attaque, soit de paralysie, soit de fuite, quoi qu'il en soit. Ah ouais. Donc Et bon, du coup, le SE blessé, il est plutôt dans Ouais. le combat, quoi. habituellement, oui. Ou la fuite, Ouais. ça peut être la fuite, genre inaction, quoi. Mm. Alors que le SI, ça peut être surtout un SI avec en plus combo introverti, tu vois, type une INFP. Alors là, ça va être
paralysé, Ah oui, là et c'est se referme complètement. ouais, paralysie, figé, et il n'y a plus Ouais. personne. Non, c'est sûr. Mais du coup, voilà, est-ce que tu aurais des ressources pour la jante féminine à recommander, pas forcément spécifiquement pour la jante féminine, mais qui peut aussi être appliquée pour la jante féminine et qui, toi, t'a apporté vraiment pas mal. En vrai, j'ai une ressource en tête dont tu parles tout le temps. Si tu veux la recommander, C'est qui? ton livre, Ah, Conversation avec Dieu. tout simplement. Évidemment, Conversation avec Dieu. Bah après, c'est pas pour les relations et tout. Après, si, il traite Ça de tous les traite de sujets tout. dedans. Traite de Mais ouais, Conversation avec Dieu, bah ouais, moi c'est le truc qui m'a. 3 tomes, c'est ça? Ouais, il y en a 3, mais le premier, il est plus pour soi. Le deuxième, il est plus sur la société, etc., la politique, etc. Et le troisième, il parle des extraterrestres, du monde de l'invisible et tout, machin. Donc, un peu perché, mais pour Intéressant. ceux qui aiment bien, ça peut être pas mal. Mais le premier, je pense qu'il est accessible à tout le monde et il est très bien pour tout le monde. Ok. Donc Conversation avec Dieu. Après, en d'autres ressources, qu'est-ce qui m'a aidé c'est après beaucoup en fait c'est ma tête quoi, c'est ma Le TI, réflexion, forcément. introspection, donc c'est dur à chaque fois en ressources, j'ai pas grand chose. Après bah, il y a des trucs qui sont plus disponibles parce que l'autre truc qui m'a beaucoup aidé pour ce qui est communication etc avec les gens et apprendre à justement avoir plus de leadership, c'est la formation de By Steve. Mais sauf que By Steve, tous ces trucs maintenant ils sont fermés, t'as plus aucun accès. C'est que ces Black Event en présentiel et tout, donc bah, je recommande pas ça parce que c'est plus disponible. Est-ce que tu peux trouver un truc craqué ou quoi? Je pense pas, connaissant notre bon NTJ comme il est, à mon avis il a dû bien bloquer tout pour que rien soit accessible. Forcément. Donc ouais non, après j'ai pas de... Bah si moi, je peux coacher, hein, je peux accompagner. Forcément. Ok. Mais, Au moins aller voir ton contenu quoi, ça tu ouais, peux... aller voir mon contenu, Ouais. me poser des questions, des trucs comme ça. Donc, je suis dispo, hein. Je fais des consultations, je fais des accompagnements long terme, tout ça. Donc, et après, en ressources, ouais, alors, moi il y a vraiment que Conversation avec Dieu, on m'a mis des grosses claques dans la tronche là et ça m'a bien remué. Après, ouais, le reste, si ça me revient, écoute, on mettra en description. Oui, bien sûr. Ouais, C'est ok. Bon, ouais, top. Écoute, merci à toi en tout cas, encore une fois. Toujours sympathique, Oui. nos conversations. On en a constamment et on s'ennuie pas au final. Hein. Mais oui, c'est vrai. Toujours chose à se dire. Ouais. Je Surtout me rappelle, pour, sous la tente à Merzouga, on avait parlé trop longtemps de plein de sujets, c'était vraiment Ça, c'était vraiment cool. Ouais. Ça s'est pas arrêté. À la base, on devait faire je sais plus quoi, et au final, on a fait un tunnel jusqu'à je sais pas quelle heure. Ouais. Ah, c'était fun. Ah, le désert, se ressourcer comme ça. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin? Une phrase de la fin, quelque chose à retenir? Quoi que ce soit. Travailler ses blessures, C'est fou. c'est tout le temps. On répète la même chose, c'est complètement fou. Et On n'est ouais. pas la même personne, on dit la même chose. Ouais. Incroyable. En même temps, est-ce que c'est parce que je suis trop introvertie, t'es mon extraverti, je ne sais pas. Mais ouais, travailler ses blessures, hein, c'est con, mais Ouais. en fait, ça paraît tellement logique. TI. Mais du coup, c'est vraiment logique, quoi. Enfin, c'est important, il le faut parce que bah, sinon, après, t'es bloqué, t'es coincé, tu regrettes quand tu seras vieux. Là, j'ai fait un post là-dessus, justement, c'est important de travailler sur soi et de regarder son passé en face et pas de le foutre sous le tapis pendant des années parce qu'à un moment, ça ressortira et il faut pas regretter quand tu auras 70 ans que t'es passé à côté de ta life, quoi. Forcément. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent pouvoir guérir leurs blessures par eux-mêmes? Ou alors au travers d'un psychologue, thérapeute? Qu'est-ce que je leur dirais? De s'accrocher, c'est pas facile quand même, hein, dans certains cas. Trouver les bonnes personnes avec qui ça match, parce qu'un psychologue, c'est pas tous les psychologues, que chaque thérapeute a sa spécificité et on trouve toujours quelqu'un avec qui ça matche bien. Et le plus important, c'est de trouver la bonne personne avec qui on se sent bien et qui nous permet vraiment de bien évoluer, de bien nous guider. Et une fois qu'on trouve cette personne-là, faut pas la lâcher et il faut y aller. Tu penses que c'est malgré tout faisable de guérir ses blessures avec quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures? Oui, parce que la personne elle peut quand même poser des questions pertinentes qui nous font nous poser des questions à nous-mêmes. Donc je pense pas que ça soit. Après, ça dépend encore une fois. C'est si tu es au tout début de ton processus de guérison, quelqu'un qui est pas trop guéri ou qui est à moitié guéri ou quoi, ou qui est dans le déni, ça va parce qu'il va poser les bonnes questions, etc. Machin. Après, par contre, si tu es déjà à un certain niveau de guérison, là, ouais, il faut mieux que tu trouves quelqu'un qui est bien avec soi-même parce que bah, déjà, tu vas le sentir que l'autre il est en décalage par rapport à toi, donc tu vas pas écouter ce qu'il dit
Enfin, ça dépend si t'es un TI ou un TE, tu vois. Mais nous, avec un TI, on se retrouve devant quelqu'un qui n'a pas bien travaillé sur soi encore, on lui dit mais t'as rien à m'apprendre. C'est ça. Donc ça va pas le faire. Ouais. Ou quelqu'un qui est au même stade que nous à peu près, mais ouais, non, je pense pas que ce soit impossible. Après, et puis après, si c'est par soi-même, bah écrire, Là, c'est. méditer, et puis lâcher, libérer. Ouais. Je pense que par soi-même, c'est pas impossible, hein, mais C'est extrêmement dur. mais c'est dur. C'est vraiment dur, et il y en a beaucoup qui abandonnent du coup. dès La qu'ils sont majorité, hein. C'est Ah oui, ce que je peux observer. parce que je l'ai fait beaucoup par moi-même avec des livres, etc. Machin. Mhm. À un moment, t'as pas le choix d'aller vers quelqu'un si tu veux aller Je fais le même vraiment constat. mieux. Ouais, bien sûr. C'est ça. Mais, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a tendance à se surestimer, ce qui nous amène à croire qu'on peut accomplir certaines choses par soi-même, mais c'est par ego, par fierté, de ne pas demander de l'aide ou de ne pas s'accorder la possibilité de se faire aider. Là où en réalité, ça pourrait être plus rapide, plus efficace de se faire aider. Bon, le choix est propre à chacun, encore une fois. Le problème, en tout cas pas le problème, la situation, c'est qu'on a notre propre vie, on n'a qu'une seule vie, en tant que nous-mêmes en tout cas. Et personne d'autre que nous ne vit notre vie. Donc, Ah, mais on est les seuls à connaître notre histoire en entier. tout simplement. Et c'est pour ça, pour ça qu'un thérapeute, même pas guéri ou qui n'a pas trop bossé sur lui, il peut être très très bon dans son domaine quand même. Et avoir une vie perso qui est nulle à chier, ça change rien, tu vois. Dans l'énergie quand même Ouais, non, mais dans l'énergie, tu peux le sentir, mais tu vois, finalement, des fois, j'ai plus appris des gens qui étaient encore blessés que des gens qui étaient guéris, tu vois. Parce par que... observation. Mais oui, justement, parce qu'en Ouais. observant du coup ce qu'ils peuvent dire ou faire ou quoi, bah, moi ça fait écho aussi dans ma vie, ou alors ça me percute et du coup Ouais. je me dis, j'ai pas trop envie d'être ce genre de personne, du coup tu. Enfin, en fait, C'est pas de la bonne manière quand même. pas de la même franchement. manière, mais je pense qu'on peut quand même travailler avec des gens qui ne Ouais. sont pas totalement guéris. Ok, Pour moi, c'est intéressant. faisable. Intéressant. Bon, bah, encore une fois, merci. De rien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, rejoignez mon canal Telegram dans le lien en description. Allez consulter le compte Instagram de Charline, Charles Inspiration. Pareil, il sera mis en commentaire sans problème. Et si vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, faites vos propres recherches. Il y a des références académiques qui sont nommées à chaque fois, mais rien ne prime plus que votre capacité à faire votre travail sur vous-même. C'était Rémi. Bon courage. Ciao.